You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 8e épisode de Cold Facts. Un épisode un petit peu plus, on va dire, court que d'habitude et encore. Mais comme il n'y avait pas de match de Lausanne et Genève, on a décidé de se concentrer d'abord sur Fribourg-Gotteron, qui a remporté son match de coupe à Viège et qui a battu Ambry 4-2. Et puis après, de revenir sur la défaite pas si horrible que ça de Bienne en prolongation contre Zug, 5-4. Mais ça va mieux du côté de Bienne, on va décrypter tout ça. Après, on passera sur notre petite capsule pronostic et on finira par une capsule Hockey Manager. Parce que comme vous le savez, les transferts arrivent dès le jeudi 12 novembre. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Est-ce que tu vas bien après avoir retrouvé du hockey ? Exactement, on n'était pas sûr d'en retrouver. Et après une semaine de pause, on est de retour, pas plus frais qu'avant, mais pas loin. Et ça continue, tant mieux. Honnêtement, il y a 2 semaines, je ne pensais pas. Donc je suis très content d'avoir vu de nouveau un petit peu de hockey, même si les matchs, il y a plus de matchs annulés que de matchs qui ont lieu actuellement. Ouais. Repoussés plutôt qu'annulés. Ouais, à cela après que c'est vrai que le match de solidarité, là, ce fameux dimanche où on était censé avoir 6 matchs, puis finalement il n'y en avait plus qu'un. Là, au moins sur 5, ou non, il devait y en avoir 6. Bon, il y en a eu au moins 3. Voilà, la moitié des matchs ont eu lieu. Dont Fribourg contre Ambry, un succès 4-2. Fribourg qui va pas trop mal. Ils ont pu reprendre, on va dire, un petit peu avant les autres, parce qu'ils avaient ce match de coupe à récupérer. Alors Fribourg qui va pas trop mal, qui va même assez bien, parce que c'est 4 victoires sur les 5 derniers matchs. C'est vrai que nous, on s'est quitté. Entre-temps, il y a eu la défaite. Il y a eu une victoire à Berne, 2-1. Il y a eu une défaite contre Lausanne à Lausanne, 6-1. Là, c'était compliqué. Après, mauvais match de coupe, mais victoire en coupe quand même à Viège. Puis là, effectivement, 4-2 contre Ambry. C'était assez convaincant. Je pense que le score, il n'est pas tout à fait juste. Si Fribourg est un poil plus réaliste, si Eren ne vendange pas, si Desharnais ne vendange pas, il n'y a pas 4-2 à la 53e et tu te dis, ah tiens, est-ce qu'Ambry peut embêter Fribourg ? Ils ne les ont pas embêtés. Ambry, c'est terriblement limité. On l'a encore revu ce mardi soir. Surtout quand tu ajoutes des blessés, joueurs importants. Quand tu ajoutes des blessés, il n'y a toujours pas d'Agostini, c'est compliqué. Et Muller. Et voilà. Donc, en fait, quand tu regardes Ambry jouer, lorsque la ligne Nettinen-Sverger est sur la glace, tu dis ouh, attention. Puis quand ils y sont pas, tu dis faudra quand même que ça se passe mal faudra une erreur individuelle presque pour qu'ils marquent. Je caricature un peu parce que c'est pas des manches à balai les Bien joueurs. sûr. Mais il y a quasi à chaque shift, il y a une différence de talent qui est assez grande entre l'équipe adversaire et Ambry. En tout cas, ça s'est remarqué dans ce match à Fribourg. On s'est dit aussi, le powerplay d'Ambry est vraiment costaud. En tout cas, ils arrivent bien avec notamment Sverger, Muller, Nettinen, ou même D'Agostini. On enlève ces 2 pièces-là. C'est quand même compliqué on peut pas, c'est pas interchangeable. On peut pas dire je monte lui dans l'alignement et puis tout d'un coup mon powerplay va continuer à tourner. On a bien vu, et on le verra après avec Bienne qui a un powerplay qui maintenant tourne bien parce que Pouliot est de retour. Donc Ambry a essayé de faire avec un petit peu les moyens du bord. Ils avaient aussi Tchatcho normalement fait un bon match et un très bon gardien. Donc c'est pas parce que Kohn était en quarantaine que ça changeait fondamentalement quelque chose, puisqu'ils ont un bon duo de gardiens. Surtout, c'est que Fribourg a à chaque fois, on a l'impression, ces matchs-là, qu'il y a une ligne qui fonctionne très très bien. Au début de saison, on était peut-être surpris aussi de voir à quel point la ligne pilotée par Schmidt avec Di Domenico et Eren marchait bien. C'est elle qui tirait un petit peu Fribourg, qui compensait peut-être justement une ligne de Desharnais qui allait un petit peu moins bien. Et puis, on a eu contre Berne la ligne... qu'est-ce qu'on peut... On peut dire que c'est la ligne 4, je sais pas si c'est 3 ou 4. Enfin... Ouais, la ligne 4, c'est presque la ligne Marchand-Sprunger et c'était Motet avant la pause. Là, c'était Marchand-Sprunger, Bougro. Dans le temps de jeu, dans l'importance, c'est presque celle-là. Et en 3, tu as Walzer, Rossi et Jörg. Ouais, qui est un
on parlera aussi de l'apport de Mauro Jörg. Et là, tout d'un coup, c'est la ligne avec Desharnais, Stolberg. On va dire que le duo, on ne le dissocie pas. C'est avant-garde Omsk depuis quelques années. Donc, ça fonctionne bien à Fribourg aussi, normalement. Et il fallait relancer Motet. Exactement. Il fallait trouver en fait le troisième larron. Ça a été Bikoff aussi, qui était passé à l'aile, qui jouait pas mal. Hein. Mais là, tout d'un coup, les trois, ça a cliqué magnifiquement aussi, je pense, parce que David Desharnais était vraiment dans un soir où il est au-dessus. Il était clairement dans un excellent soir, et aussi dans le rythme. C'est un joueur, à la fin du match, Christian Dubé nous expliquait que, à son âge, alors il a perdu le début de saison, il a été blessé à un moment au pied, plus la quarantaine, bref, il a encore pas vraiment lancé sa saison actuellement. Là, je pense qu'on peut dire que ça a l'air d'aller assez bien. Effectivement, à Berne, David Desharnais jouait au centre de Stolberg et Bikoff, comme tu disais. Puis au match d'après, il joue au centre de Motet et Brodin. Donc chaque fois des ailiers différents. Ouais, fallait quand même trouver une combinaison gagnante, on va dire. Motet peinait un peu sur sa quatrième ligne avec Sprunger et Marchand, puis Sprunger et Bikoff. Bref, ça a pas mal changé. Il y avait deux certitudes depuis l'avant-pause. C'était, comme tu disais, la ligne articulée autour de Schmitt et celle autour de Walzer. Puis j'ai parlé un peu avec Christian Dubé à la fin du match de sa façon de penser le line-up et ses combinaisons et comment il en est arrivé à cette solution-là. Je vous laisse écouter. Exactement, je passe de match en match. À Berne, c'était la ligne à Valser. Ce soir, c'était la ligne à David. Après, à Langnau, c'était la ligne à Dido. Donc, c'est bon signe. C'est le signe que c'est ce que tu recherches en tant que manager et coach, c'est d'avoir plusieurs weapons, plusieurs armes différentes dans une équipe. Donc, c'est important. Ces derniers matchs, tu as tout le temps changé les lignes, les ailiers avec Desharnais. Là, ce soir, c'est la bonne combinaison avec Motet et Stolberg. Écoute, je voulais relancer Kylian aussi. Kylian était un petit peu à la peine ces derniers matchs. Et puis David aussi. Honnêtement, David a joué un très gros match ce soir. Donc voilà. J'ai challengé un peu les gars qu'il fallait se remettre à jouer du bon hockey. Puis, Le but du jeu, c'est quand même de trouver ta combinaison. On a la ligne avec Dido qui est bonne, la ligne avec Walzer qui est bonne. Ça fait bientôt 3 sur 4. Presque, oui. Non, mais après, je t'ai dit, tu sais, quand Daniel joue aussi, après le line-up change, donc mais les gars ils comprennent, hein, puis je pense qu'ils savent que ça change. C'est un gars qui aime, si ça marche bien, j'aime pas changer, mais écoute, j'ajuste tout le temps mon alignement selon qui on joue, selon qui joue bien aussi, donc voilà, je suis pas trop inquiet. Quand tu as des bons joueurs, ils savent s'adapter aussi. Dido, je peux le mettre au centre aussi, j'ai essayé, donc ça va changer. Je suis un gars qui aime coacher, qui aime changer les choses des fois, puis là-dessus, je dors pas trop au gaz. J'aime pas. Non, mais j'aime pas être là puis donner de la chance 2, 3, 4 matchs. Si ça marche pas, je change assez rapidement parce que faut donner un impulse. Puis j'aimais ça quand je jouais, un coach qui était proactif là-dessus. J'aime bien quand il nous explique que lui, en tant que joueur, comment il est, quel type de coach il est. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a surpris, disons une scène qui m'a surpris dans le match Fribourg-en-Brie. C'est à 3-1 en deuxième tiers-temps. Il y a la ligne de Marchand, Sprunger, Bougro sur la glace. Fin de shift, dégagement interdit contre la quatrième ligne de sauf erreur d'Alpian au centre face à Marchand, Sprunger, Bougro. Et donc dégagement interdit, Fribourg ne peut pas changer de ligne. Ambry a tout loisir de changer de ligne. Et il renvoie sa quatrième ligne, Tchereda, à ce moment-là. Et là, honnêtement, j'ai pas compris ce choix de sa part. Et ça m'a fait aussi me dire, de temps en temps, c'est des petits détails. On parle souvent des petits détails sur... Si à ce moment-là, Tchereda envoie sa première ligne avec Nettinen-Severger sur la glace, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça force Christian Dubé à prendre son temps mort? Parce que lui aussi, il est très actif en match dans son coaching. Est-ce qu'à ce moment-là, lui, il est forcé à prendre... J'aime bien cet aspect un peu jeu d'échecs. Si je fais ça, comment va réagir le banc adverse? Et là, en fait, il n'y a eu aucune réaction du banc d'Ambry et je suis sûr que sur le banc de Fribourg, ils attendaient à de voir Nettinen sauter sur la glace. C'est pas arrivé. Et de temps en temps, je trouve rigolo de voir quels coachs sont plus ou moins actifs. On en reparlera d'ailleurs un petit peu plus tard dans cet épisode de cet aspect in-game coaching. Ouais, tu l'as souvent relevé pour Christian Dubé, que c'était une de ses... Est-ce qu'il y a une force en tout cas, c'était un de ses caractéristiques. Et si on se rappelle la saison passée avec... je vais prendre un exemple que les gens peuvent plus ou moins se souvenir, c'est Ville Peltonen. On avait l'impression que c'était assez statique. Ou même Mark French aussi, où tu aimais bien répéter
il tournait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, à peu de choses près. De temps en temps, il sautait le 4 pour revenir au 1 quand il faisait une petite facétie. Et voilà, c'était très écrit en fait, c'était scripté, on va dire, comme jeu. Puis, je pense que ça peut très très bien marcher si les joueurs... plein de facteurs qui vont dans le bon sens. Mais c'est vrai que le coaching un peu à la volée, comme ça, il est assez intéressant parce que on a l'impression qu'on se dit « Ah tiens, il fait mieux que nous ». Parce que si c'est envoyer les lignes 1, 2, 3, 4, on se dit bah, naïvement. Hein. Oui, alors très naïvement, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Tu te dis « Oh bon, on peut à peu près tous le faire ». Tandis que là, on se dit « Tiens, c'est proactif ». Je m'ajuste par rapport à l'équipe, je m'ajuste par rapport à l'effectif que j'ai en face, suivant quel étranger, si par exemple il y a 5 étrangers, il a changé, il s'est dit tiens, je mets ça contre cette équipe, voilà, je mets Brodin parce que je pense qu'il y aura... C'est assez intéressant ça. L'exemple, alors ça a en l'occurrence pas fonctionné, est-ce que ça aurait fonctionné dans l'autre sens? Je pense pas non plus, mais ils vont gagner à Berne 2-1 avec Stolberg, Desharnais, Di Domenico, Gunderson. Le lendemain, en back-to-back à Lausanne, ils sortent Stolberg pour mettre Brodin. Alors, ils se sont pris une seille à Lausanne. Honnêtement, vu ce qu'on a vu sur la glace et vu la supériorité de Lausanne ce soir-là, cet après-midi-là, ça aurait strictement rien changé. Mais pour dire, même après une belle victoire à Berne, ça ne l'a pas empêché de réfléchir, de pas partir sur un bet. On ne change pas une équipe qui gagne et puis on continue comme ça. Non. Et c'est ce qu'il expliquait aussi sur le fait qu'il y a tellement peu de rythme. Tu es obligé de faire jouer tout le monde à un moment ou à un autre. Et j'en parlais avec Desharnais aussi à la fin du match. Et il me disait, mais on sait qu'une fois ou l'autre, on va être mis en tribune juste pour permettre aux coéquipiers d'avoir un match. Et ça fait partie du jeu, c'est normal, on est tous au courant. Et c'est pas un problème. C'est ce qu'il me dit, j'ai envie de le croire quand il me le dit, parce que tout le monde était au courant dès le mois d'août, que ce serait la tendance toute la saison. Il n'y a pas eu une surprise de... Alors, c'est un autre exemple, mais un Charles Hudon qui débarque en courte saison, qui potentiellement peut envoyer quelqu'un en tribune, c'était pas la réalité du premier soir de championnat. Donc là, ça peut générer des frustrations, tandis que là, c'était clair dès le début. Peut-être que ça va aider. En même temps, Fribourg gagne des matchs, donc c'est aussi plus facile de tenir ce discours en ce moment. Personne reste en tribune en se disant si j'étais sur la glace, ça se passerait mieux, c'est sûr. Mais en tout cas, l'alchimie a l'air assez bonne, et je crois maintenant il a presque 3 lignes gagnantes, même s'il aime bien changer. Je me demande s'il va quand même réussir à changer. Au passage, pour les Fribourgeois, on apprend à l'instant que le match de samedi contre Zurich n'aura pas lieu, puisque Zurich est en quarantaine pour 10 jours jusqu'au 18 novembre. Donc on va avoir droit qu'à un match de Fribourg à Rapperswil vendredi. Puis là où c'est intéressant, justement, enfin intéressant, c'est peut-être pas le bon terme, justement, c'est plus frustrant qu'intéressant, c'est les questions de rythme. C'est que ces matchs, en plus, il faudra bien les rattraper à un moment. Jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Voilà, on l'espère. Peut-être que finalement, je ne sais pas si tu as vu, mais la Regio League a décidé d'adopter un principe du point par moyenne de points par match. Oui. On sait aussi qu'en National League, ils ont ce classement, que c'était prévu. Donc peut-être qu'on se retrouvera avec des équipes qui n'auront pas le même nombre de matchs et qu'il n'y aura pas besoin de rattraper 6 matchs en 7 jours, admettons. Hein. Je sais que ça n'arrivera pas, mais un cas aussi extrême, mais qu'il faudra recaser des tas de matchs après, puis que de toute façon... Là, il y a des gars qui seront fatigués et qu'il faudra faire jouer ou surjouer. Là, ce qui est intéressant aussi, on a parlé de Desharnais, on a juste évoqué Mauro Jörg, 4 matchs, 3 points, en tout cas en championnat. Plus un but en coupe. Voilà. Effectivement, 4 matchs. Non, mais le match de coupe, il ne faut pas le négliger, puisque ça veut dire aussi que le joueur est en forme, finalement. Il revit Mauro Jörg après un passage raté à Lausanne, après une saison à Lugano, qui était une dernière saison qui était compliquée. Et je trouve assez drôle finalement de voir comment il peut s'épanouir à Fribourg et finalement remontrer à tout le monde que les gars, je suis un bon joueur si jamais. Moi j'aime bien, alors tu as raison, les 4 matchs, 3 points, c'est quelque chose d'intéressant. Moi j'aime bien son impact sur l'aspect défensif. Il bloque beaucoup de shoots. À Berne, lors de la victoire, je crois qu'il a 4 tirs bloqués à ce moment-là. Il joue en box-play, il joue à 5 contre 5 évidemment. Il amène à plusieurs endroits et pas seulement d'un point de vue offensif. Et ça c'est intéressant à noter. Et puis oui, c'est toujours la même chose. Un bon joueur, quand tu lui donnes du temps de glace, ça se passe bien, généralement. Et quelqu'un me disait, alors c'est un exemple volontairement extrême, mais si tu mets Denis Malguin 13e attaquant, il ne va pas être meilleur buteur du Lausanne HC.
Et si tu mets Mauro Jörg à la place de Dennis Malgin, c'est pas les mêmes positions. Non, évidemment, mais c'est l'exemple il va forcément paraître meilleur si tu lui donnes 17 minutes de temps de glace que si tu lui donnes un shift par tiers de temps en temps. C'est une évidence. Donc à Lausanne, il n'a pas eu cette chance. Pourquoi ? Parce qu'à Lausanne, il n'y avait pas besoin de lui non plus. C'est juste une question d'opportunité Complètement. qu'il n'a pas eu à Lausanne. Est-ce que Lausanne a fait faux de ne pas lui donner sa chance ? Peut-être. En même temps, Lausanne est premier. Donc, est-ce qu'on va... Pas au point par match, mais bref. Ouais. Lausanne va très bien. On va pas commencer à dire « Ah oui, mais ce serait encore mieux avec Mauro Jörg. » Il ne faut pas exagérer. Donc, Lausanne ne voyait pas de rôle pour Mauro Jörg. Il disait « Bon, ben... si quelqu'un a un contrat dont il veut se débarrasser plus court que celui de Mauro Jörg qui a 2 ans, parce que nous, on ne va pas le faire jouer, ben, envoyez, nous, on est partant. » Fribourg avait besoin d'un attaquant supplémentaire. Ils avaient le poids mort Noah Schneeberger à envoyer. Finalement, tout le monde était content dans cet échange-là. Donc, le joueur est content. Lausanne... Ce qui est le plus important, d'ailleurs, à part C'est ça. ça. Lausanne, entre un attaquant qui ne feront de toute façon pas jouer et Noah Schneeberger qui ne feront probablement pas jouer, mais peut-être de temps en temps il va dépanner, bah, tant mieux. Puis Fribourg, bah, ça remplit un rôle. Donc vraiment, ça c'est du win-win-win-win, je pense, cet échange-là. Et bah, voilà, hier il rend Walser et Rossi meilleur aussi par sa présence. On a vu sur certains shifts ou changements de ligne, il était sur la glace une fois en même temps que Stolberg. Il a fait une ouverture pour Stolberg, c'est lui qui lui donne le but, ma foi, Stolberg tire à côté, mais il avait quasi un assist supplémentaire à ce moment-là si Stolberg avait été un peu plus réaliste. Bref, offensivement, il apporte un petit peu, même plus, enfin, faut pas s'attendre à un point par match d'ailleurs jusqu'à la fin de saison, mais il peut apporter. Défensivement, il aide beaucoup, donc je pense que c'est un joli coup de Fribourg. Et puis Lausanne, bah, c'est une opération blanche et c'est un an de moins de contrat à devoir supporter avec Schneeberger qui est expirant. Donc, je pense que les 2 dirigeants sont très contents en ce moment. À part ça, aussi, si on regarde cette ligne, d'un point de vue, on va dire, historique, bah, Rossi, c'était un joueur qui a... On sait qu'il est capable de marquer 15 buts par saison, à peu de choses près. Hein. C'est un vrai buteur de National League. Il traverse une passe pas forcément simple, mais... on sait ce qu'il a dans la canne et dans les poignets. Walser, il était cadre élargi de l'équipe de Suisse, mais pas très élargi. Il était quand même, on va dire, dans les 25, je pense, hein, avec l'équipe de Suisse pour pas loin des championnats du monde. Et puis, Mauro Jörg, c'est un joueur qui a été drafté, mine de rien. J'aime pas forcément toujours regarder l'historique de draft des joueurs, mais c'est quand même qu'à un moment, quand il avait entre 18 et 20 ans, on s'est dit, ce joueur-là, il a le potentiel, il a quelque chose. Et quand on voit, ce qui me fait penser à ça, c'est de voir ses mains. En fait, les petites passes qu'il a fait, les jeux qu'il fait, il y a quelque chose. Ça va, et comme tu dis très justement, ça va pas... Il faut pas se dire, bah alors là, il marche bien, donc on va le mettre avec Desharnais et Stolberg parce qu'on va le monter dans l'alignement parce que ça va bien. Non, laissons-le dans une ligne qui fonctionne bien. Peut-être que cette ligne, de temps en temps, suivant les circonstances, elle aura plus de minutes, puis ça va très bien. Mais c'est drôle de se dire que, oui, pourquoi il y a quelque chose ? Bah, ça a été remarqué il y a plusieurs années, finalement. Puis bah, Walser, on oublie, mais il a fait un championnat du monde en 2016. Voilà. D'ailleurs. Donc là, il était même plus que cadre élargi. Il a joué 7 matchs en 2016. Je ne sais même plus où c'était. En Russie. C'était bon quand même. Et 2 buts. Donc voilà, il était... Je pense que on en a déjà suffisamment parlé à ce micro, je crois. Au moment où Fribourg le signe, ils se disent il va franchir un palier à Fribourg en ayant plus de temps de glace que ce qu'il a à Davos. Pas franchement arrivé. Il est le joueur qu'il est. Centre de 3-4e ligne, on en a déjà parlé. Si tu dois le monter en 2e ligne, comme c'était le cas de temps en temps l'année passée, c'est un problème. Par contre, si c'est un joueur qui peut jouer, qui amène une profondeur au centre, là, ça devient assez intéressant. Et si en plus, tu peux même le décaler en 4e ligne, alors là, tu as un sacré centre de 4e ligne. J'aimerais encore juste revenir sur le cas, enfin, je ne sais pas si c'est le cas, mais Julien Sprunger, on était un peu frustré parce qu'on se dit, tiens, peut-être que là, il va revenir. On a parlé de 3 lignes qui fonctionnent bien selon les périodes, selon les circonstances. Donc, on sait que ces 3 lignes, elles peuvent bien fonctionner. C'est peut-être encore un peu tôt de dire ça pour la ligne d'Ernest Stolberg, Motet, encore que vu le pédigré des 3 joueurs, ce soit pas très étonnant que ça fonctionne bien. Mais du coup, maintenant, la mission de Dubé, j'ai l'impression que ça va être d'arriver finalement à faire en sorte que cette ligne X, parce qu'on ne peut pas donner un numéro, mais la ligne de Julien Sprunger puisse lui redonner un petit peu l'espoir,
le goût du but, je sais pas quoi, mais... Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Et là, dans ce match contre Ambry, c'est créer des occasions. Il a, je crois, 3 tirs cadrés, 2 tirs. Une fois, il a un tir sur réception. Je vois le filet trembler, mais il est le filet extérieur. Il est pas loin. C'est un joueur qui a quand même cet instinct. Et normalement, si tu lui donnes une demi-occasion, il met 2 buts. Là, en l'occurrence, tu donnes 2 occasions pour qu'il marque un demi-but. Le ratio, il est un petit peu compliqué en ce moment pour Sprunger. Fribourg gagne. Finalement, on en revient là. C'est exactement le même cas que Lausanne tout à l'heure. Va pas rajouter un problème, pas toi, hein, mais n'allons pas rajouter un problème là où il n'y en a pas. Oui, Lausanne aurait pu garder Jörg et en profiter, mais il gagne. Donc bon, on va pas s'exciter. Bah oui, Fribourg préférerait sûrement que Sprunger ait déjà 3-4 buts, mais Fribourg a gagné ses matchs. Donc pour l'instant, il n'y a pas de problème, et il n'y a plus le problème et le besoin d'avoir un Sprunger ultra dominant pour que Fribourg ait une chance chaque soir. C'est pas le cas. Donc moi, je suis presque plus inquiet actuellement sur les quelques derniers matchs. La ligne Di Domenico, Schmidt, Eren, qui est quand même un petit peu moins en vue. Et Schmidt fait pas un bon match contre Ambry, je trouve. Il était assez brouillon. Une ou deux relances, une relance mauvaise, voire catastrophique, qui a failli coûter un but. Il met Aplanalp un petit peu dans la panade, dans le coin. Aplanalp rate sa sortie de zone. 4-2 Novotny. Cette ligne-là m'embête un peu plus que le mutisme de Sprunger et Eren vendange comme pas possible, comme j'ai dit au début de ce segment sur Fribourg. Donc, ouais, je pense qu'à choix, Dubé préférerait que sa ligne articulée autour de Schmidt marche avant celle avec Sprunger. Alors, deuxième club qui a joué, deuxième club roman, c'est Bienne, qui a finalement, malgré un très bon match, moi j'ai trouvé que c'était un match vachement plaisant. Je regrettais une fois de plus, on va pas le dire à chaque fois, mais effectivement qu'il n'y ait pas de spectateurs, parce que ça méritait vraiment d'avoir un public un peu chaud pour voir ce match. Une défaite 5-4 après prolongation, un but d'Alatalo. Bienne finalement qui était sur un trend vraiment négatif. Alors tu me diras, bon il y a une défaite, mais c'est typiquement le genre de défaite où tu peux quand même retirer beaucoup de positifs. Et notamment de voir que effectivement, Laurent Kleisel le disait ou l'écrivait assez régulièrement, Marc-Antoine Pouliot, quand il est de retour, quand il est dans l'alignement, ça change quelque chose. Et on a vu que son retour avait un impact clair sur le jeu de Bienne. Ouais, il avait envie de jouer. 7 tirs cadrés dans ce match. Exact. Même si, alors on sait, le plus-minus, c'est pas intéressant. Ce chiffre est pas très bon, mais c'est pas grave. Parce qu'il a amené quand même le powerplay de Bienne à un autre niveau. Si je dis pas de bêtises, c'est 40% de réussite sur le powerplay. Rayala a eu ses 3 tirs, Rayala a eu une passe. Rayala était aussi un petit peu plus présent avec son compère. Donc, ils ont fait 39-26 au shoot. Oui. Ils auraient mérité clairement mieux. 26 tirs cadrés pour Zug, 5 buts marqués. Ça, c'est de nouveau un problème. Ouais, Bad Pottelberger, c'est 80,77%, c'est clair. Mais souviens-toi, l'année passée, on en revient là, où le nombre de fois où on disait ouais, alors ce match, tu l'as joué 10 fois, je pense que Bienne ne le gagne pas forcément, parce qu'ils sont dominés au shoot, parce que l'équipe adverse a globalement eu les meilleures occasions, mais malgré un différentiel de shoot large, Bienne s'est quand même imposé. Là, c'est de nouveau l'inverse. Après, j'en parlais, je crois, sur le plateau des Pécalistes lundi. T'as le droit de perdre à la maison contre Zug. C'est pas dramatique. Zug marche vraiment très très bien. Et comme tu l'as dit en préambule, je pense que t'as complètement raison. C'est une défaite, certes, une de plus, et c'est embêtant. Mais par contre, il y a du positif à plein de niveaux. Et même s'il prend 5 buts, Van Pottelberg, il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas tant que ça sur la conscience, voire. Ouais, je dirais. Ouais, il n'y a pas d'erreur manifeste de sa part. Donc. Ma foi, il y a des soirs comme ça, t'as pas tous les soirs Hoffman, Kovar, Simeon, Torel et compagnie devant toi. Prenons ce match par le bon bout, disons, par l'aspect positif. Bien à marquer un point, bien à montrer des signes de vie. Et puis effectivement, Marc-Antoine Pouliot fait la différence. Change une équipe, transforme une équipe. D'ailleurs, il a
décaler, j'ai dit Régis Fuchs, vraiment, faut arrêter, c'est Jason Fuchs, à l'aile avec Pouliot et Rayala, ça change aussi pas mal parce que finalement, bah, tu sais que ce joueur-là, il est extrêmement bon. Ils n'avaient pas Damien Brunner aussi, ça quand même, mine de rien, pour la deuxième ligne, c'est pas évident. Ulström. Voilà, commotionné pour Ulström. D'arriver finalement à tenir tête à Zug sans deux pièces, en tout cas maîtresse du jeu, bah, c'est aussi ça qui laisse espérer. Mais Fuchs sur la première ligne, à l'aile, au-delà des 2 buts, on sentait qu'il était heureux de rejouer et que je pense qu'effectivement, Pouliot doit vraiment rendre ses coéquipiers de ligne meilleurs. Non, mais c'est vrai, c'est assez impressionnant de voir la transformation d'un club qui est capable de se prendre 6-0 à Berne pour pas avancer. Puis là, tout d'un coup, de se dire « Ah ouais, on n'était pas loin d'une victoire ». Il y a une scène qui est assez surprenante. C'est celle qui amène le 4-4, l'égalisation de Zug à la 54e. 22 secondes avant ça, on a regardé les deux justement parce que on était surpris de voir que Larsenberger avait demandé un temps mort et on n'a pas tellement compris. Il était en zone défensive, il a pu changer ses lignes, donc c'était même pas un dégagement interdit. Et 22 secondes plus tard, après ce temps mort, ça part dans la zone de Bienne. Et là, il avait remis sa première ligne, il avait remis la ligne de Pouliot à l'engagement. Le puck a pas quitté la zone biennoise. Et puis, comme tu dis, effectivement, il y a le 4-4 de Simeon juste derrière. On parlait du coaching in-game. Là, je me demande s'il n'y a pas un peu de sur-coaching du côté de Lars Leuenberger. Dans le sens, certes, il y a un danger. Il y a un danger parce que tu mènes 4-3 contre Zug qui est en train de pousser. Donc, forcément, tu as une pression adverse. Mais est-ce que vraiment, à ce moment-là, alors que quelques 30-40 secondes plus tôt, il y a un dégagement interdit, je ne sais plus c'est pas la première ligne qui a l'engagement à ce moment-là, mais il laisse cette ligne-là sur la glace, alors que là, tu as le droit de te dire, ok, c'est exactement ce qu'on parlait avant avec la ligne où tu as Marchand qui est fatigué, donc tu peux envoyer ta première ligne en face et donc tu provoques le temps mort adverse. Là, à ce moment-là, il ne l'a pas pris. Pourquoi pas, ça lui a donné raison vu que Bienne n'a pas encaissé dans la foulée. Ils ont pu changer les lignes. Il y a eu d'ailleurs plusieurs... C'était très haché à ce moment-là. Ça se jouait à coup de 5-6 secondes et puis il y avait des arrêts de jeu et des engagements en zone défensive. Exactement. Puis là, il prend son engagement, il prend son temps mort. Ça devait être Tanner Nussbaumer sur la glace. Il les sort, il met sa première ligne, ce qu'il aurait très bien pu faire sans le temps mort, qu'on soit clair. Et honnêtement, j'ai pas compris ça. J'ai vraiment pas compris cette décision. Alors, en plus, on en parle. Pourquoi ? On en parle parce qu'il y a eu but derrière et il y a 4-4 et derrière, Bienne a perdu. C'est clair, si Bienne avait gagné 5-3 dans la cage vide, c'est probable qu'on n'ait pas mentionné cette scène. Mais au bout du compte, il est aussi jugé sur les résultats de son équipe. Et là, il y a un petit souci à ce moment-là. Je vois pas ce qui se passe. Honnêtement, je ne comprends pas. Et j'aurais bien aimé être présent pour aller poser la question au coach en disant, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Quelle était ton idée? Parce que je crois qu'on essaie souvent ici de ne pas se dire « Ah, mais nous, on est tellement meilleurs et plus intelligents. » Complètement. Mais de comprendre, de dire « T'as voulu faire quoi ?» Puis il nous dit voilà, peut-être que je pensais ça et ça. Je voulais renvoyer telle ligne, mais j'étais mal pris. Ou il y a peut-être des raisons, j'en sais rien. Hein. Mais c'est lui qui a le dernier changement. En plus. Il a le dernier changement. Je suis vraiment surpris. Mais j'aurais bien aimé lui poser la question. Qu'est-ce que tu as voulu faire ? Explique-nous. Parce que... peut-être qu'il y a des aspects du jeu qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas. Mais là, honnêtement, et j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde qui ait compris. Ouais, parce que tu mènes 4-3, alors tu veux motiver tes troupes ou bien resserrer des boulons. C'est pas une question de fatigue, parce que comme tu l'as dit, ça a duré tellement longtemps cette période, parce qu'il y a eu plein de petits dégagements, donc du temps on en a perdu et les gars ont pu se reposer sur le banc, il n'y avait pas de problème. Donc ils pouvaient vraiment choisir qui ils envoyaient. Et ouais, des fois, normalement, c'est vrai qu'on a toujours on comprend normalement à peu près toutes les situations. Du moins, on a l'impression de comprendre. Où on a l'impression de voir où le gars veut en venir, même si c'est pas intéressant au final, que ça n'a pas d'impact. Mais on comprend. Là, on se retrouve un petit peu... D'ailleurs, on peut... Si un auditeur ou une auditrice a une idée, elle se dit, tiens, là, je sais pourquoi il a voulu faire ça, on est preneur. Pour le coup. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire aussi de Bienne, c'est que tu parlais de Valentin Nussbaumer, tu mentionnais qu'il était sur la glace, éventuellement qu'il allait rentrer, puis finalement Larsenberger a changé sa ligne. Nussbaumer, c'est 11 minutes 15, c'est 4 minutes
en powerplay. C'est pas mal. C'est pas autant que Radgeb, pour le coup. Tu l'as relevé, donc... Oui, alors Radgeb qui joue plus de 7 minutes 31 en powerplay. Sur 8 minutes à peu sur près. 8 et quelques, ouais. Donc, il a juste bouffé le temps de jeu de Moser en powerplay. Ça n'a pas tant payé, hein, vu que Radgeb n'a pas de but à son actif malgré tout ce temps de jeu. C'est lui qui joue le plus, d'ailleurs, hein, du côté biennois. Oui. 22 minutes 33. Donc c'est intéressant de voir. On parlait dans la section Fribourg, pour ceux qui n'écoutent pas les autres clubs, de la volonté de Christian Dubé de relancer Kylian Motet en le mettant avec une ligne d'Ernest Stolberg. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est aussi dans l'idée de Lars Lundberger de se dire, bon, on a Radgeb qui est un peu à la peine. Il y a eu l'épisode à Langnau où il l'a mis au bout du banc, si tu te souviens. Après 2-3 shifts kata, il lui a dit, bon, c'est bon, on se revoit lundi matin à l'entraînement, mais tu n'as plus besoin de mettre les patins sur la glace. Est-ce qu'il veut aussi lui marquer sa confiance, lui dire, voilà, on te donne un peu les clés du camion, à toi de nous prouver que tu vaux mieux que ce que tu as fait depuis le début de saison. Ça, je peux clairement l'entendre. Pour l'instant, ça n'a pas payé, mais comme on disait, globalement, c'est plus dommage qu'il y ait eu cette défaite, parce que c'est quand même une défaite sur un coup de dé. On sait comment ça se passe, les prolongations à 3 contre 3. Un coup de bottine de Giannoni. Exactement. 2 gros arrêts avant le but d'Alatalo. Ceux qui l'ont à Hockey Manager ont dû être très contents ce jour-là. Ce n'est pas mon cas, mais je suis sûr que j'en connais qui m'ont écrit depuis. Donc voilà, ça se joue sur un coup de dé. Si Bienne va marquer ce but, ce 2-1, là on a un discours. Je pense justement pas ici. Globalement, le match n'aurait pas été meilleur parce que ce but tombe. Par contre, dans la tête, ça change tout, je pense quand même. Il y a aussi un truc, tu parlais de relancer des joueurs. On a mentionné Nussbaumer. Il y a Michael Hugli aussi, qui est pour le coup un buteur à Bienne, qui traverse une passe un peu compliquée. Et là, il a marqué. Que Hugli remarque des buts, c'est important pour cette équipe. On a Rayala, on disait qu'il tout saute un peu, en tout cas qui n'est pas à son rythme habituel. On a Hugli qui n'est pas à son rythme habituel. D'autres ont su prendre le Hofer, par exemple, a su prendre peut-être les buts justement qui traditionnellement sont marqués par Hugli ou Rayala. C'est Hofer qui les a marqués. Il a déjà 4 buts. Mais comme Bienne ne fonctionne pas trop bien, on se dit aussi que si Hugli et si Rayala marquent plus, sans doute que Bienne a plus de chances de gagner des matchs, même si on le sait, si tu prends 5 buts à chaque match, ça ne va pas le faire de toute façon. Mais ça aussi, peut-être quelque chose il y a peut-être quelque chose qui s'est débloqué chez Hugli pour redevenir de manière plus, on va dire, marquer plus de buts au fil du temps que simplement... les choses vont aussi gentiment se mettre en place, comme on disait avant. Si Ulström pouvait revenir aussi assez rapidement et pas être blessé trop longtemps, parce que les maux de tête, on sait jamais. Ils ont pas, j'ai lu dans le journal du Jura lundi matin, le mardi matin, ils n'ont pas parlé de commotion, mais ça en a tous les symptômes. S'il peut être de retour ce week-end, puis que ton centre 1, ça devient Pouliot, ton centre 2, ça devient Ulström ou Kunti sur cette ligne-là, ça change aussi un petit peu la donne et ça laisse peut-être un peu plus de place aux autres lignes pour travailler, vu que l'attention défensive va être un peu plus sur ces joueurs-là. Je vois ce développement biennois d'un bon œil et je ne serais pas surpris qu'on les revoie très rapidement du bon côté du puck, on va dire, à la fin du match et pourquoi pas dès ce week-end. Puis pour finir, on regarde un petit peu ce qui attend Bienne les jours à venir. Un calendrier qui est famélique et c'est pas en raison d'éventuelles quarantaines qui peuvent toujours arriver, bien évidemment le fameux Covid Update dont tu as parlé dans un tweet qui nous fait tous très peur. C'est Bienne Davos vendredi 13 et après c'est plus rien jusqu'au vendredi 20 en fait et un déplacement à Fribourg. Là je dois dire que je comprends pas trop pourquoi le 17 par exemple le mardi il n'y a pas Bienne qui joue parce qu'ils étaient censés être engagés en Champions League. Il n'y a pas de match de Champions League. On sait depuis longtemps que c'est annulé. Pourquoi pas recaser éventuellement, vu qu'il n'y a que Lugano-Fribourg et Lausanne-Berne. Je pense qu'il y a peut-être un des matchs de Bienne qui aurait pu être casé là. C'est pas le cas.
Je suis aussi un petit peu surpris. Après, on sait que les CEO veulent jouer le moins possible de matchs entre maintenant et la fin des mesures et des huis clos. On ne sait pas quand ce sera, mais honnêtement, moi, j'ai aucune idée de comment ça va se dérouler. Mais moi, si on revoit des spectateurs cette saison dans une patinoire, c'est plutôt une bonne surprise. Oui. Un club m'a quand même dit, nous, on a prévu 2 scénarios pour l'instant. Un, c'est le scénario A, à savoir pas de spectateurs jusqu'à la fin de saison. Le scénario B, c'est pas de saison. Rien entre deux. Enfin, rien de mieux que ces 2 scénarios-là. Donc bon, ça ne veut pas dire que ce club-là aura raison, mais voilà l'état d'esprit des clubs. Donc je pense que d'attendre pour recaser des matchs, c'est assez utopique, mais bon, on a le temps, hein, effectivement, comme il disait en début de saison. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Voilà, on revient sur notre petite capsule pronostic. Pronostic, c'est pas évident ces temps. Pas parce qu'on est spécialement mauvais, bon, quoi que ce soit, simplement parce que chaque fois qu'on pronostique, ça part en quarantaine et le match n'a pas lieu. Donc on se retrouve un peu comme des bobets avec nos grandes théories. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait le pronostic. Le match aura-t-il lieu? Oui, non. Ça pourrait être un bon concept. Ouais, mais là, t'as trop d'insiders pour gagner, ça irait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en regardant les matchs à venir, donc les matchs du vendredi, on sait donc que, comme tu le disais, Zurich-Lugano est d'ores et déjà tracé. Lugano, ils peuvent être partis en vacances, à part ça, depuis le temps qu'ils ne jouent pas. Complètement. Il reste donc... coupe, mais en championnat, ça fait un moment qu'on ne les a pas vus. D'ailleurs, contre Zurich, le match de coupe, au passage. Rapperswil-Fribourg, Ambry-Berne, Langnau-Lausanne, Bienne-Davos. Donc, comme on disait avant avec Bienne, c'est le seul match de Bienne pendant une bonne semaine. Et puis, Genève-Zug. J'ai regardé ça, puis je me disais, même en rajoutant Zurich et Lugano, les victoires, je les trouve difficiles à identifier parce que de base, comme ça, tu te dis, sur les clubs romans, Fribourg, qui va plutôt bien. Comme on disait, le match contre Ambry aurait pu être un 5-1, un 6-1, que ça n'aurait pas du tout été scandaleux. Mm-hmm. À Rapperswil, voilà. Mais historiquement, Fribourg-Rapperswil, je me méfie. Donc, c'est un peu le festival des horreurs là-bas, dans un passé, on va dire, assez récent. Et en plus, Rapperswil est meilleur que la saison passée. Ouais. Donc, ça ne m'incite pas tellement à partir sur une victoire d'un des deux clubs, finalement. Évidemment que tu te dis Langnau-Lausanne, voilà, mais Lausanne sort de quarantaine. Si tant est que le match a lieu, est-ce qu'ils ont pu s'entraîner correctement? Est-ce qu'ils n'ont pas joué? Langnau à la maison est moins ridicule qu'à l'extérieur. Donc là aussi, évidemment qu'on a tendance à se dire, tiens, Lausanne, très bien, mais je me méfie. Bienne-Davos. Là aussi, Davos vient d'aller gagner 6-2 à Berne. Alors qu'ils ont une équipe assez décimée, ils ont pas mal de blessures à gérer. Guerra ne sera pas encore de retour, Herzog ne sera pas encore de retour. Il y a Paluchai qui est blessé, on l'a appris pour 1 mois. Dubois toujours pas là. Alors ça pour un moment, donc ils ont pas mal d'absences à gérer et malgré tout ils sont allés gagner à Berne. Berne, c'est un autre débat, mais Berne c'est une catastrophe en ce moment. Et donc Ambry-Berne, tu dis c'est une on catastrophe. Va jouer Berne parce que Berne ils vont pas perdre 10 matchs de suite. Puis moi j'ai vu Ambry hier et on va tous partir sur Berne, c'est ça? c'est je sais pas si c'est tentant, mais parce que Ambry a déjà à domicile, alors on sait qu'il n'y a plus le fameux public chaud de la Valachia, mais quand même, mine de rien, ils sont chez eux, donc ils ont tendance à être un peu plus dominants qu'à l'extérieur, j'ai l'impression. Mais effectivement, on l'a aussi analysé, c'est que sans D'Agostini, sans Marco Müller, c'est plus compliqué. Alors pour moi, on va dire ils sont à crise -1 à Berne actuellement. Et si ça se passe pas bien vendredi à Berne, ils seront à crise tout court. Mm-hmm. Et on avait dû faire un débat avant la saison entre Cyril et moi sur le site du matin. J'avais dit que Narbauer, il n'aurait pas besoin de mettre les pneus d'hiver à la voiture. C'est le moment, en fait. Moi, je suis allé les mettre le week-end, la semaine, en début de semaine, parce que je vais à Davos samedi si le match a lieu. Davos-Genève, d'ailleurs, je me réjouis énormément du match entre Thornton et Omark. Mm-hmm. Du coup, j'ai mis les pneus d'hiver. Je pense que Narbauer, pas encore. Mais s'il perd à Ambry, peut-être que c'est bon, il n'a pas besoin. Ambry, c'est 7 défaites lors des 8 derniers matchs.
c'est toujours aussi un peu la même chose. Ils sont prêts pour en gagner une fois. Et Ouais, puis il y a des défaites en prolongation, donc finalement, Oui. ça fera le match nul. Donc voilà. Mais Ambry-Berne, moi je vois pas Berne continuer éternellement à être mauvais. Sinon, moi, il y a 2 choses qui pourraient me titiller. Genève-Zoug, les buts. Et Bien Davos les buts. Ouais. Moi, je me dis over 5,5 à Genève-Zoug ou à Bien Davos, ça peut être un truc marrant. Après, si on est un peu rigolo, on peut même les combiner. On n'a pas encore les cotes. Au moment où on Ouais. enregistre ça, ça va toujours dépendre. Et ça, vous verrez sur nos réseaux au moment vendredi matin à 9h en général, si on se réveille à temps pour publier notre choix. En espérant que le match ne soit pas annulé d'ici là. Mais voilà, moi, ça va être soit Berne avec des handicaps, suivant la cote, ou victoire, déjà, c'est déjà très bien, ou les buts à Bienne. Moi, Davos, ça joue quand même. Derrière, ils sont assez potentiellement perméables. Bienne en a suffisamment parlé. Et puis Genève-Zoug, ça peut être un festival. Là, vendredi, je suis à Rapperswil-Fribourg, mais honnêtement, si j'avais dû choisir mon match, je serais à Genève-Zoug. Genève-Zoug, pourquoi j'ai un peu de la peine à parier sur une équipe vainqueur comme ça de manière assurée, c'est que Genève va sortir de quarantaine et donc un petit peu rouillé et Zoug, lui, elle aura repris le championnat. Donc, j'aurais tendance à dire que Zoug est plus en jambes. Qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Je trouve que c'est un peu difficile d'avoir un ton très péremptoire sur être assuré sur quelque chose comme ça. C'est pour ça que les buts, peut-être, justement parce qu'une équipe a un peu plus de peine à se mettre en route, mais tout d'un coup, ça marche. Genève à domicile, ils sont vraiment très bons. Ouais. Donc, effectivement, l'over me semble pas mal. Puis on a vu Fribourg à la sortie de la quarantaine, ils étaient revenus à l'entraînement, sauf erreur, le samedi et jouaient le mardi à Langnau. C'était un match assez compliqué pour eux. Ils ont même failli perdre à Langnau. Donc ça, c'est aussi un facteur qui pourrait presque faire pencher la balance pour Zoug, non? Ouais, mais je préfère rester sur les buts. Il y a un vieux sage qui m'a dit qu'un bon pari, c'est un pari que tu prends pas des fois. Et peut-être que ça, c'est un bon pari de ne pas parier sur Genève-Zoug. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Elle est réclamée à corps et à cri. On a décidé de ne pas la mettre de manière autonome, mais de l'intégrer à notre épisode hebdomadaire. C'est la capsule Hockey Manager. Parce que là, on sent que... C'est le moment. Ouais, les gens... Non, en plus, il y a de nouveau 5 transferts le jeudi 12. Oui. Donc, on peut dire demain. Voilà, moi, j'en ai 6 qui sont prêts déjà. Je me réjouis. C'est parce que t'en avais gardé un? Non, du coup, c'est ça le problème. Et puis, changement de valeur au 17. Mais avant de regarder tout ça, on sait déjà que Linus Omark, par exemple, va passer, selon toute vraisemblance, à 19,5. 19,5. Ouais. Ça va dépendre de ses prestations du week-end s'il joue des matchs. 19 pour un... On avait cette question avec Gregory Hoffman la saison passée. Est-ce qu'on le trade ou pas, quoi? Est-ce qu'on prend un type admettons, à 1, ou peu importe, à 3, un type qui est monté, et puis ça nous fait 22 millions, admettons. Et du coup, on peut se prendre un type à 12, un type à 10, un type à 13, un type à 9. Enfin, bref, on peut vraiment prendre 2 bons joueurs et pas un type qui remplit un maillot et Linus Omark. Ça m'arrache le cœur, cette question. Tu te rends compte? Mais est-ce qu'il ne faut pas le virer? Et moi, j'en suis arrivé à la conclusion que oui. Je crois que je vais l'enlever au bout d'un moment. Mais peut-être pas tout de suite. Parce qu'il va monter. Donc, on va encore en profiter pendant les 2 prochaines semaines avec sa nouvelle valeur. Puis, vu que ça fait, pour ceux qui l'ont, et je pense que ça doit concerner une moitié des auditeurs, j'imagine, profitons-en, parce que ça fait 2 semaines qu'il est dans notre alignement sans en profiter du tout. Donc je pense que ce sera le bon moment, peut-être dans 2 semaines, de réévaluer à ce moment-là. Moi, je prône un tout petit peu de patience, mais j'ai dans l'idée de m'en séparer. Par contre, là, il me semble qu'il y a une obligation plus urgente, c'est Zurich. Oui. Parce que je pense qu'on a tous un ou l'autre, ou les deux, dans Zurichois, qui ont déjà joué 11 matchs, donc plus de 20% de la saison ont déjà été réalisés par Zurich. Out jusqu'au 18 novembre, donc ils ratent les 2 prochains matchs. Est-ce que ce n'est pas le moment d'avoir une bonne opportunité de s'en séparer? Et est-ce que ce n'est pas un incendie un peu plus urgent que de gérer Linus Omark? Parce qu'Omark, c'est 6 matchs, 11 points quand même. Ouais. 2 buts, 9 passes décisives.
en plus d'avoir un capitaine qui est ultra facile à mettre tous les soirs, parce que c'est aussi ça. Moi, j'aime... Là, je fais l'avocat du diable et je suis en train du coup de m'auto-convaincre de le garder. Hein. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Mais c'est un gars qui est à 19 ou 19 et demi ou peu importe. Mais tous les soirs, tu vas le mettre capitaine, tu vas pas réfléchir. Tandis que si tu prends au hasard Kovar et Hoffman, plus tu transfères Omark et un joueur à 4 par là autour, même pas, ouais, tu mets Kovar et Hoffman, puis il y a une chance qu'un soir sur deux, que tu fasses tout le temps le mauvais choix. Oui. Et ça peut être très frustrant. Avec Omark, c'est moins frustrant. Tu sais que si tu l'as dans ton équipe, et je l'avais comparé avant le début de saison avec la Fantasy Premier League en football, pour ceux qui participent également à ça, si tu prends Mo Salah dans ton équipe, bah, tu le mets capitaine, point. Qui joue à domicile, à l'extérieur. Qui neige ou qu'il vente. Ouais, tu mets Salah capitaine. Il joue Manchester City. Tu mets Salah capitaine. Il va marquer un penalty. Ah ben voilà. Et finalement, c'est un mal de crâne en moins. Mais là, il met 3 buts. Mais sur les 10 matchs suivants, il fallait, malgré le triplé, c'était Exactement. quand même un bon choix de s'en être séparé. Parce qu'au bout d'un moment, c'est une valeur qui est impossible à tenir. Maintenant, si sur les 2 prochaines valeurs, tu le lâches à 19,5, il retombe à 16,5. Est-ce que ça ne revient pas le moment de dire, bon, bah, allez, Je le reprends. tu reviens chez moi, Linus. Puis, on a tous fait une belle économie Alors, c'est des transferts. C'est aussi la question. Est-ce que tu acceptes de perdre des transferts? Si tu échanges Hoffman et Kovar avant la future montée, parce qu'ils vont monter vu le match qu'ils font contre Bienne probablement, bah, là aussi, tu gagnes un peu d'argent. Ah non, là c'est faux ma théorie, parce qu'il faudra les transférer avant et Omark va monter. Bref, Ouais. Là je me perds. Mais par contre, si tu fais un move pour des joueurs qui sont censés monter dans les prochaines semaines, bah, tu paries sur un Omark qui plafonnera de toute façon, parce que c'est intenable. Il va pas faire 2 points par match toute la saison. Donc il va baisser tôt ou tard. Parce que ce sera pas le moment de le reprendre, moi je pense. Donc, Mais il a peu de matchs. Il a peu de matchs. Et donc, ces matchs, normalement, bah, tu disais, il en a 6, hein, puisque 11 Oui. points en 6 matchs. Il y en a encore 46. Mais entre cette période de transfert et la prochaine période de transfert, il n'a pas plus ou moins de matchs que les autres équipes. En théorie, hein, on sait comment ça se passe cette saison. Mais il n'en a pas plus ou moins où ça se joue à pas grand-chose. J'ai regardé. Donc, je pense que l'aspect il aura plus de matchs à un moment va être utile, mais peut-être pas tout de suite. Donc, ça ne doit pas être un argument direct, à mon avis, pour le conserver. On peut le garder, hein. Mais à 19, moi, je pense que je préfère quand même avoir pour quasi le même prix Kovar et Hoffman, je disais avant, ou Andrighetto et Euro, ça fait 21. Ouais. Si Omark, il est à 19,5, est-ce que Andrighetto et Euro, on met la quarantaine de côté, vont faire plus ou moins de points que Omark tout seul, sachant que si les deux font un point, tu as le 2/3 de bonus offensif, tandis que Omark, c'est que 1 sur 3. Donc, il y a quand même beaucoup d'arguments pour le vendre. Après, est-ce qu'on le laisse monter cette fois? Ce qui va arriver. Du coup, tu en profites pendant les 2 semaines avec sa nouvelle valeur, puis on réévalue en 2 semaines. Je pense que ça va être ma méthode, ce qui implique de garder un transfert sous le coude. On verra. Puis on parlait avant de Zurich, de ce duo Andrighetto-Oro. Tu disais qu'ils étaient en quarantaine là, pour jusqu'au 18. Puis surtout, le problème à Zurich, moi, ce qui m'embête, c'est que on en parle avec d'autres joueurs aussi, c'est l'arrivée de Pius Souter et de Marco Rossi. Alors, ok, la NHL reprend, admettons, début janvier. Finalement, l'impact sera que sur 1 mois, à peu près, on va dire jusqu'à mi-décembre. En plus, il y a les pauses équipe nationale à ce moment-là. Donc, le championnat est censé aller jusqu'au 1er décembre. On ne sait pas ce qu'il en est par la suite. Est-ce que c'est le moment de paniquer? Je ne sais pas. Je dirais que s'il faut en changer un des deux, ce serait plutôt Andrighetto. Moi, je garderais Rowe parce que je me dis que peut-être s'il remet Souter à la place pour reformer le duo, Ouais, c'est une bonne idée. t'es pas trop perdant. Et mine de rien, Rowe, il a 11 points cette saison. Donc, Mais Stan, il prend trop de pénalités. oui. C'est ça le souci de Garrett Rowe. Sans ça, il aurait quasi pas perdu de valeur. Mais effectivement, il y a ce côté-là. Parce que là, ce qui va entrer en ligne de compte aussi, c'est de voir les joueurs. Est-ce que ça va être le moment de libérer les joueurs qui valaient peu? On pense à Ken Yeager qui était à 1, on pense à Simon Knack qui était à 1, on pense à Keijo Weibel, à Jules Sturny. Il y en a plusieurs, à Pezzulo, Dotti, à Ambry. Il y a plusieurs de ces joueurs qui maintenant ne sont pas très intéressants. On ne va pas dire aux gens prenez-les maintenant, honnêtement, Non. parce qu'ils risquent pas de monter. Par contre, si vous les avez dès le départ,
Alors là, vous pouvez commencer à faire peut-être des packages entre 2 gars à 4, admettons, s'ils sont montés, pour aller chercher un gars à 7-8 qui est en train de monter. C'est ça qui est Exactement, intéressant. parce qu'Henniger, il est à 4. Il devrait, si Lausanne rejoue un match, peut-être en tout cas stagner, voire un tout petit peu monter s'il fait quelque chose. Ça peut être une piste. Je me posais la même question pour Mika Henauer. Je ne sais pas si certains l'ont ou pas. J'imagine que oui. Pris à 3. Maintenant, il va monter à 6. Sauf erreur. Ça peut être intéressant d'y réfléchir. En tout cas, est-ce que c'est le bon moment? Yanis Moser aussi, il va être à 9. Ouais. Mais bon, il vient de faire 2 assists. Donc, mais c'est pénible parce que à 9, on se dit, tiens, je rajoute un petit quelque chose, je peux prendre Santeri Alatalo, qui est de toute façon un défenseur plus offensif de base, Exactement. qui est à 11, mais qui va aussi sans doute monter au prochain changement de valeur. Donc, est-ce que c'est le moment de prendre Alatalo à 11 avant qu'il monte à 12-5 On a vu que Rafael Diaz, qui était censé être le défenseur numéro 1, marque assez peu de points finalement par rapport aux attentes. C'est un peu comme Untersander. Alatalo, lui, il plante. Donc, ouais. Après, tu as la question de Marc Barberio aussi. Pourtant, le high test, on va dire, est excellent. Le concernant, tu te dis qu'il devrait avoir plus de points que ce qu'il n'a actuellement. Pourtant, il va descendre, si tout... En l'état, à l'heure où on enregistre ça, il est censé descendre à 10 depuis 11. Il a 1 but et 4 passes décisives en 10 matchs. C'est pas énorme. En même temps, le powerplay tourne énormément autour de Hudon et Malguin actuellement, et peut-être un petit peu moins sur son tir, sur réception à la ligne bleue. Est-ce que ça va changer au moment où Malguin va s'en aller dans pas trop longtemps, et donc est-ce qu'il ne faut pas le garder? Là aussi, c'est une question. Poser beaucoup de questions. Moi, il y a quelques joueurs qui sont dans une liste que j'ai envisagée pour la prochaine période de transfert. Je suis sûr que je ne révolutionne absolument rien et que tu as probablement les mêmes. Mais moi, je pense qu'on pourra gentiment se poser la question, est-ce que Vincent Praplan va continuer sa chute libre ou est-ce qu'il va redevenir intéressant? Parce que là, il est à 6,5. Et Vincent Praplan à 6,5, si c'est ton troisième joueur d'un duo, comme Michael Trigo nous disait, le pointeur de la ligne, c'est pas mal. C'est ses minutes de pénalité, là. C'est sa pénalité de match qui le coule, quoi. Exactement. Et ces joueurs qui ont pris des pénalités très tôt se retrouvent pénalisés, si j'ose dire, pour un petit moment. Du coup, ils ont des baisses de valeur. Moser va descendre aussi normalement. Untersander va descendre probablement. Et j'ai regardé, donc, Henauer va monter à 6,5. Et non 6, comme je disais avant. Et Untersander va descendre à 7. Donc, en fait, tu peux même presque faire un switch Henauer, Untersander avec un 0,5 à devoir gratter quelque part, ce qui n'est pas complètement impossible, j'ai l'impression. C'est fou de se dire ça. Alors c'est toujours à la valeur au moment où on enregistre, et ça peut évoluer durant le week-end, évidemment. Et donc il y a pas mal de questions. Comme tu disais, Diaz, est-ce qu'il ne va pas nous faire un mauvais week-end et baisser encore un tout petit peu, ce qui serait peut-être le moment d'investir sur lui, de densifier cette défense à ce moment-là, ou pas? Il y a vraiment pas mal d'options actuellement et j'aime bien ce moment-là. On a Leandro Profico qui marche super bien, qui finalement prend presque un peu les points de Dominique Egli dans l'absolu, si on veut, même si Dominique Egli est de loin pas ridicule, mais il n'est pas aussi météorique que la saison passée. Est-ce que Dominique Egli va pas commencer de nouveau à marquer des points en powerplay, ne serait-ce qu'un but, un assist comme ça de temps en temps, comme il avait l'occasion de faire la saison passée, finalement. Michael Fora aussi avec Ambry. Il y a plusieurs joueurs qui sont dans des eaux à 8-9. Et notamment, typiquement, tu parlais de Marc, ça permettrait de densifier ta défense et d'imaginer un bonus line parce que tu as négligé ta défense. Donc, tu retournes sur ça en te privant peut-être d'un attaquant très fort, mais tu peux prendre un autre attaquant très bon parce que Marc a une telle valeur. Ouais. Il y a vraiment tellement d'options maintenant. Puis dans les joueurs à 1, parce qu'on aime bien, nous, les joueurs à 1, qui vont potentiellement et qui peuvent aider aussi à faire rentrer un joueur plus cher dans le budget. Moi, il y a Dario Vutric qui m'intéressait avant la saison, mais finalement, je ne l'ai pas pris en me disant je ne pense pas qu'il va jouer. Il commence à jouer à Zug. Il a joué près de 13 minutes de jeu. Il a eu presque 13 minutes de jeu contre Bienne mardi soir. C'est un défenseur de Zug à 1. S'il devient un joueur de la rotation à Zug, ça devient intéressant. Je ne sais pas si ce sera le cas. Il va falloir suivre. Il ne va pas monter ce mardi parce qu'il n'aura de toute façon pas les 5 matchs. Et il y a un autre joueur, ça m'intéresse un peu plus les romans. C'est Tim Boson. Tim Boson, il est à 1.
C'est pareil que Krakauskas, Puig, Dilian, Giglione, Nathan Vaudroux. Ces types qui ont été mis parce qu'ils ont regardé la feuille, quoi. Voilà. Puis, voilà. Tim Bozan, c'est un joueur qui a 14 points les 2 dernières saisons. Ouais. Il se crée des occasions avec Lausanne, vraiment. Et je pense qu'il a un potentiel. Alors, il ne va pas monter à 14 en fin de saison et c'est pas Linus Omark, on est bien d'accord. Mais je pense que pour compléter un line-up, il va être utile à un moment ou à un autre. Surtout que si on réfléchit, on part du principe que la saison va se poursuivre, etc. Moi, je vois quand même Lausanne potentiellement aller en play-off déjà. Et pourquoi pas aller un petit bout en play-off. Du coup, d'avoir un joueur de rotation de Lausanne tôt dans la saison comme ça, je dis pas qu'il faut penser au play-off maintenant, hein, on est bien d'accord. Mais c'est de toute façon pas perdu. Si le même profil était à Ambry, peut-être que je ne m'y intéresserais pas. Ouais. Mais par contre, là, tu dis, t'enlèves Ken Yeager, tu prends Tim Bozan. Je pense pas qu'ils vont faire beaucoup. L'écart de points entre les deux va pas être énorme, ou en tout cas pas à ce point désavantageux pour Tim Bozan. Et bah, ça fait 3 en banque. Donc ça peut être intéressant. Au passage, les joueurs à 1, j'ai regardé, on va dire, au-delà des gars qui effectivement ne jouent même pas. Hein. On a Elliot Berton, on a Benjamin Antonietti, Yannick Fischer, Martin Ness, Reto Chepi, Noël Etrisconi, Diego Costner, Tim Bozan. J'ai envie de dire, faites votre choix là-dedans. Si c'est les joueurs à 1 qui peuvent être potentiellement intéressants, tu les as identifiés. Peut-être Martin Ness aussi, qui n'est pas un joueur offensivement qui ne va pas marquer une pellée de points, mais ça peut tout d'un coup être un but, un assist quelque part. Ça, et pour un joueur à 1, bah, c'est assez intéressant. Noël Trisconi, à part ça, je suis très étonné de le retrouver là, mais il a 10 matchs, il a 0 points. Ouais. Alors que l'année passée, il me semble qu'il avait quand même une saison qui n'était pas dégueulasse et qu'on pouvait très bien l'envisager comme éventuellement un joueur de complément dans un transfert. Cette année, ça marche. Bah, la question maintenant, est-ce qu'on croit en Berne? Moi, ça, en fait, au moment d'arriver à cette période des transferts, c'est ça. Est-ce que Berne va tourner enfin, auquel cas il y a vraiment des opportunités? Parce que Untersander, Praplan, Moser, c'est les soldes. C'est Black Friday du côté de Berne, je pense, un petit peu en avance. À voir. Mais là, il y a une opportunité. Moi, il y a un joueur, j'ai un faible pour ce joueur depuis très longtemps. Alors, c'est pas Linus Omark. Karl Klingberg, j'aime beaucoup. Ouais. Mais il faut qu'il arrête de prendre des 10 minutes tout le temps. Parce que là, je commence à trouver intéressant de le voir baisser. Mais là, ça devient ridicule. Maintenant, il n'est plus en train de baisser. C'est la chute libre pour Klingberg. Et là, ça devient du coup plus vraiment intéressant. Parce que là, il est à 5,5. Il a sans cesse baissé. Mais vu qu'il a 2 fois 10 minutes, il a aucun but, aucun assist. Il a une moyenne de points par match de -2. Ouais. Mais plus tard dans la saison, quand il est à 5,5, il va de toute façon descendre à 4, sauf s'il fait le fou ce week-end. Est-ce que même dans l'évaluation suivante, je ne pense pas qu'il arrivera à remonter suffisamment. S'il vient à 3 ou 3,5, un joueur qui a 25-30 points dans les pattes à ce prix-là, en sachant qu'il y a énormément de matchs repoussés, de matchs parce qu'il est étranger, c'est pour ça qu'il est étranger. Si c'est ton 5e étranger, ben là tu fais un peu ton Christian Dubé ou ton Petr Svoboda, t'engages un 5e étranger puis tu fais tourner, sachant qu'il y a de bonnes chances que ce soit rare les occurrences où les 5 jouent le même soir. Voilà, après une semaine de pause, on est de retour à plus ou moins la normale, on va dire, avec seulement 2 clubs. Désolé pour les Lausannois et les Genevois, mais on voulait pas faire des théories dans le vide sur des équipes qui n'ont pas joué depuis un moment et qui pourraient ne pas jouer pendant un moment. On ne sait pas encore concernant Lausanne, on n'a pas de nouvelles, même si actuellement les joueurs ne sont pas en quarantaine, contrairement à ce qui a été dit. Ils peuvent aller faire leur course à la Migros, mais ne peuvent pas jouer contre Rapperswil. Bon, j'ai décidé d'arrêter de comprendre ou d'essayer de comprendre, donc on va pas continuer. Hein. Enfin, c'est comme ça. Toujours est-il que cet épisode 8 est terminé. On devrait normalement se retrouver la semaine prochaine, hein, vu que le rythme est à nouveau là pour l'épisode 9. D'ici là, on est à l'écoute sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser sur Instagram, Facebook, Twitter, nous écouter sur Spotify, sur YouTube, sur SoundCloud, où vous voulez, vous abonner à nos différents canaux. Et d'ici là, profitez bien des matchs qui auront lieu, s'ils ont lieu. Chaque jour, on tremble, est-ce qu'il y aura match ce soir? Donc, paniquez pas trop avec ça et prenez soin de vous. Bonne fin de semaine.